Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va faire une étude de cas rapide sur BlackRock. Il y a plusieurs choses intéressantes à dire, ils ont des liens vraiment jusqu'au sein du gouvernement américain. On va parler également de Warren Buffett et ses liens avec la crypto-monnaie. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce Morning Bull Run. Ici Zephyr, j'espère que vous allez bien et on se retrouve comme chaque matin pour un tour des actualités majeures et ensuite on ira voir avec Apollo du côté des graphes quelles sont les zones de liquidité importantes, qu'est-ce qui est en train de se passer sur ce marché. Et on va commencer ici ce tour des actus avec BlackRock qui va lancer un ETP en Europe. Donc un ETP, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une classe de produits financiers institutionnels. Donc ça regroupe notamment les ETF. Il y a également d'autres choses comme les Exchange Traded Notes. Bref, il y a beaucoup de choses différentes. Ici, ça va être globalement quelque chose qui ressemble à un ETF probablement. Et ça va se faire en Europe, donc notamment à la bourse de Paris, donc Euronext in Paris, mais également à Euronext Amsterdam. Donc on a vraiment quelque chose qui est en train de se lancer. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'ils vont le faire avec des frais temporaires réduits. Et ça, c'est vraiment un coup de maître sur le marché. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que ces frais, c'est vraiment quelque chose qui est crucial. Pourquoi? Parce que quand vous êtes un institutionnel qui a des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions, voire des milliards, voire même encore plus, eh bien les frais, c'est vraiment quelque chose de primordial et c'est peut-être même le plus important. Quand vous êtes sur ces échelles de grandeur en termes de patrimoine financier, vous n'êtes pas là pour faire des fois 10, des fois 20, des fois 50 sur le marché. Ça, c'est vraiment une mentalité de retail, une mentalité de personne qui agit à son propre compte et qui est prêt à prendre des risques inconsidérés. Pour ce qui est des institutions, en fait, il faut vraiment comprendre que eux, le capital qu'ils ont sous gestion, parfois c'est des capitaux qui appartiennent à leurs clients, c'est des capitaux qui sont empruntés, et du coup c'est des capitaux avec lesquels on a forcément une quantité de risque qui va être modérée par rapport à une personne qui va sortir sa carte et acheter un peu de Bitcoin sur Binance par exemple. Donc ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que cette histoire de frais, c'est quelque chose qui est vraiment crucial, et c'est surtout quelque chose qui leur a permis de vraiment prendre une grosse part du marché. Ici je vous ai sorti un graphe qui vous montre bien tout simplement la quantité de Bitcoin sous gestion sur les ETF américains. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça a commencé essentiellement en janvier 2024 et qu'à ce moment-là, eh bien, on avait Grayscale, on va zoomer un petit peu ici, vous voyez la bande rouge c'est Grayscale, on a Grayscale qui avait une très grosse majorité des Bitcoins sous gestion. Le problème de Grayscale, c'est que même s'ils étaient déjà en place avant l'arrivée des ETF, parce que c'était pas vraiment un ETF, ils ont converti leurs produits en ETF lorsque ça s'est lancé et qu'on a eu cette démocratisation, mais à la base c'était quelque chose avec des frais un peu plus élevés. Et si vous voulez, comme ils n'ont pas été assez rapides sur la réduction de leurs frais, et bien petit à petit ils se sont fait manger des parts de marché essentiellement par BlackRock. Vous le voyez ici, BlackRock c'est la bande orange qui prend de plus en plus de place au fil du temps, mais également par Fidelity, mais également par Arc21 Shares, par Bitwise, etc., etc. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que ces frais, c'est vraiment un enjeu crucial pour les institutions, et le fait qu'on commence avec des faibles frais, eh bien ça va leur permettre d'avoir beaucoup de capitaux institutionnels qui vont rentrer sur ces produits en Europe, et donc ça forcément ça va leur permettre de s'installer durablement sur vraiment ce marché, cette compétition qu'il y a entre institutions financières sur les ETF. Et justement, on continue avec BlackRock parce qu'on a quelque chose d'assez intéressant avec Paul Atkins, qui, je vous le rappelle, eh bien, est la personne qui a été nominée pour être tout simplement chairman de la SEC, donc diriger la SEC. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, clairement, il est mouillé jusqu'au cou. En fait, si vous voulez, il a clairement des intérêts à ce que tout simplement la régulation crypto se fasse. Pourquoi? Parce que il a détenu des parts dans Securitize. Donc Securitize, je vais vous remontrer rapidement le site et je vous le rappelle, c'est tout simplement un des partenaires de BlackRock. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une entreprise qui va aider des institutions à tokeniser par exemple des fonds d'investissement. BlackRock a un fonds d'investissement qui s'appelle Buidl, qui propose différents actifs financiers à ses clients. Et quelle est l'entreprise qui a été utilisée pour tokeniser ce fonds d'investissement? C'est Securitize. Et qui a des parts dans Securitize? Le directeur de la SEC, Paul Atkins. Donc ça, c'est quand même relativement intéressant. Donc ces parts, a priori, il ne les a plus. Mais il avait également des parts, et bien où ça? On avait dans Anchorage Digital. Anchorage Digital, c'est quoi? C'est une entreprise, c'est une institution qui va permettre bien, de conserver les actifs digitaux, donc de conserver vraiment de la crypto pour des institutions. Donc c'est vraiment du B2B, business to business, et ce qu'il faut comprendre, c'est que par exemple si vous êtes une entreprise de trading de crypto-monnaie et que vous avez besoin d'avoir des fonds en crypto-monnaie sous gestion, mais que vous n'avez pas l'infrastructure nécessaire pour conserver ces fonds, et bien typiquement vous allez contacter Anchorage Digital, vous allez leur dire, bon ok, moi par exemple j'ai 500 millions de dollars en Bitcoin, 200 millions de dollars en Ether, j'ai besoin d'une solution fiable et durable pour conserver ces crypto-monnaies, pour pouvoir les gérer correctement et à un niveau professionnel avec des exigences très élevées.
eh bien vous allez les appeler et ils vont vous proposer des services financiers bien sûr payants. Donc voilà un petit peu le genre d'entreprise dans lequel investit et détenait des parts l'actuel chairman nominé Paul Atkins. Donc ça c'est vraiment très intéressant et on voit que indirectement il a donc des liens avec BlackRock, avec la crypto-monnaie. Et donc forcément il a tout intérêt à ce que l'adoption des crypto-monnaies, à ce que la législation autour des crypto-monnaies se fasse dans le bon sens. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça pourrait presque porter au conflit d'intérêts. Donc dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle, le fait qu'on ait vraiment un nominé à la SEC qui soit autant mouillé et autant investi dans la crypto. Je pense que malgré tout, c'est une bonne nouvelle parce que si on le voit publiquement avec lui, c'est probablement pas un cas isolé. Et c'est sûrement quelque chose que l'on va retrouver, sans le savoir, sur beaucoup d'autres personnes qui sont impliquées dans la politique autour des crypto-monnaies, particulièrement aux États-Unis. Donc selon moi, c'est quand même une bonne nouvelle, mais je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. Et on va terminer cette partie sur les actus avec une nouvelle assez intéressante, c'est que déjà il y a deux choses pour moi à comprendre dans cette actu. Nubank, qui est donc une fintech au Brésil essentiellement, a investi dans ADA, dans NIR, dans Atom pour pouvoir proposer ses produits à leurs clients. Et ce qui est intéressant, c'est que ADA, NIR, Atom, ce sont vraiment des cryptos du cycle précédent. Et donc ça montre et ça met en lumière un phénomène que je vous partage souvent. Je vous parle beaucoup d'inertie dans les mornings. C'est vraiment un concept avec lequel j'insiste. L'inertie, c'est vraiment le fait que quand on commence à mettre quelque chose en mouvement, plus on met d'énergie, plus on met de temps à le mettre en mouvement. Et bien à l'inverse, plus il faut d'énergie, plus il faut de temps pour arrêter ce mouvement. On pourrait en parler pendant des heures, mais ce que vous devez comprendre, c'est que vous voyez toutes ces crypto-monnaies qui ont bien performé au cycle précédent et sur lesquelles des institutions ont commencé à se positionner dès le cycle précédent, ce sont des crypto-monnaies qui sont les premières à recevoir des ETF. On l'a vu notamment, il y a XRP et Solana qui sont en train d'être déposés, on a vu Polkadot également, là on nous parle de ADA, NIR et Atom, donc qui vont être proposés par Nubank, et donc ça c'est vraiment intéressant et ça montre que les crypto-monnaies du cycle précédent ne sont pas des fantômes, contrairement à ce que beaucoup de personnes ont cru, mais sont vraiment des produits qui sont en passe d'être institutionnalisés, et ça c'est vraiment une excellente nouvelle pour ces projets. Mais également pour moi un deuxième axe intéressant dans cette news, c'est que Nubank est backé par Berkshire. Et Berkshire, c'est la société d'investissement de Warren Buffett, qui est extrêmement connue pour ses investissements, je pense que tout le monde sait de qui on parle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a souvent entendu dire Warren Buffett, que tout simplement le Bitcoin ne valait rien, qu'il valait zéro, que ça n'avait aucun intérêt. Et pourtant, sa société investit et massivement dans Nubank, qui est une société, une fintech, qui elle-même propose des services de crypto-monnaie. Donc on a vraiment ce double discours, on a vraiment le fait ce que je dis, pas ce que je fais un petit peu entre guillemets. Pourquoi? Parce que vous le voyez ici, le Berkshire de Warren Buffett a investi dans Nubank à de multiples reprises. En 2011, ils ont investi 500 millions. Ensuite, ils ont continué et ils ont investi un autre milliard. Et donc de 2022 à 2024, ils ont augmenté leur détention, leur part tout simplement dans Nubank de 0,1% vers 0,4%. Donc en gros, ils ont multiplié par 4 leur position sur Nubank. Si vous voulez, ça revient un petit peu à multiplier par 4 leur exposition à la crypto-monnaie, en prenant en compte que bien sûr, potentiellement, ils sont actionnaires de d'autres entreprises, d'autres fintechs, d'autres boîtes qui sont investies dans l'écosystème Web3. Donc ça, c'est extrêmement intéressant et ça montre que vraiment, il faut avoir du recul sur ce qui nous est dit. Il faut vraiment prendre conscience que tout ce que disent les gens, ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Il faut prendre le temps d'aller faire ses recherches. Il faut prendre le temps d'aller vraiment creuser en détail ce qui se passe derrière les sociétés. Vraiment regarder ce que font les gens plutôt que ce qu'ils disent. Et là, on va vraiment trouver des clés exceptionnelles. Et vous voyez qu'entre BlackRock et Warren Buffett, on a quand même des gens qui sont quand même très impliqués dans la crypto-monnaie. Donc si vous voulez développer cette vision et vraiment apprendre méthodiquement comment se repérer sur le marché des cryptos, je vous invite à rejoindre le canal Telegram, c'est le premier lien en description. C'est gratuit, ça vous demande une seconde et on se retrouve directement avec Apollo pour un point de vue technique sur le marché. Merci Zéphyr et bonjour les Taurus, ici Apollo. J'espère que vous avez la forme ce matin. On a ces dernières semaines un marché crypto qui reprend des couleurs avec Bitcoin qui lead le mouvement évidemment. On va descendre directement sur le daily pour voir certaines choses particulièrement intéressantes. Sur ces 3 derniers jours, on a un retravail de notre fameuse trendline et on n'a pas eu pour le moment de réaction à la baisse sur cette résistance dynamique. Donc ça, ça démontre une seule chose, c'est que la pression acheteuse reste très forte dans cette zone et qu'on est en train potentiellement de préparer une extraction de la zone et donc une inversion
de structure qui est en train de se mettre en place sur cette zone de prix. Et ça, c'est plutôt bullish. Alors évidemment, cette extraction, elle peut prendre du temps. On peut contracter la volatilité et consolider pendant un certain temps avant de pouvoir s'extraire. Regardez, on va prendre tout simplement l'exemple de la consolidation précédente que l'on a eu avant l'expansion du mois de novembre. Vous voyez que ici on avait une trendline, alors elle était un peu moins pentue que celle que l'on a ici. C'est la même chose, c'est le même principe. Ici, on est venu la retravailler. On a réintégré sur le court terme pour avoir ce point bas qui s'est formé sur cette zone de bloc. On a eu ensuite une première expansion, alors relativement courte. On a ensuite retracé à nouveau pour retester la trendline par le haut et prendre appui sur celle-ci pour avoir l'expansion qui nous a permis tout simplement d'aller chercher des nouveaux ATH. Et on pourrait faire quelque chose de similaire. Vous voyez, ça a pris quand même un certain temps, ça a pris 21 jours avant de pouvoir avoir une extraction de la zone. Donc imaginez bien qu'on pourrait avoir ce type de mouvement. Vous voyez, venir consolider, retracer un petit peu avant de pouvoir s'extraire, c'est quelque chose de tout à fait cohérent et tout à fait probable. Maintenant, le mouvement qu'on est en train d'avoir, il pourrait être tout de même assez court, mais il pourrait aussi rejeter le prix sur des nouveaux plus bas. On garde en tête qu'on a de la liquidité à aller chercher potentiellement sur toute cette zone de prix. Et finalement, si la trendline rejette le prix, si la demande ne reste pas assez forte sur cette zone, on pourrait revenir sous les 80 000 pour aller chercher cette liquidité avant de pouvoir éventuellement remonter. En attendant, on a cette zone de fair value gap qui pourrait nous servir de support également si on vient la retester. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes. Si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché, je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu y trouveras de manière totalement gratuite des conseils, des informations pratiques, des clés puissantes qui te serviront à vie pour prospérer sur les marchés financiers. Tu trouveras le lien en description de la vidéo. Alors au niveau d'Ethereum, on est en train de valider également des mouvements particulièrement intéressants. Vous voyez qu'on avait finalement ce niveau de support qui retenait le prix sur toute cette période de temps au niveau de ce point bas de structure. Sur la semaine du 3 mars et du 10 mars, on a approfondi ce retracement et on est revenu chercher la liquidité en dessous de ce support pour réagir sur notre zone clé, la fair value gap juste ici. Et sur les dernières semaines, on est en train de retravailler ce pivot qui nous sert maintenant de résistance. Et si on descend en daily, on va pouvoir se rendre compte qu'on est potentiellement en train de casser ce niveau. On a une forme ici en ce qu'on appelle en tasse et anse. Vous voyez, on a une forme en tasse et en anse juste ici, avec le pivot qui nous sert finalement de délimitation pour avoir une potentielle extraction et une accélération du prix à la hausse avec sur toute cette période de temps une contraction de la volatilité. Alors certaines personnes verront un double bottom et ça ça peut servir également de liquidité. Ce qu'il faut garder à l'esprit, le prix pourrait revenir chercher cette liquidité en dessous des plus bas puisqu'on a du low résistance ici avec cette trendline avant de pouvoir éventuellement remonter. Ce n'est pas obligatoire, encore une fois, surtout sur la crypto, ce type de pattern, ça fonctionne particulièrement bien. Évidemment, tout va dépendre également de Bitcoin. Si Bitcoin vient casser sa résistance dynamique, très probablement qu'Ethereum suivra le mouvement et l'ensemble du marché suivra le mouvement. Et pour terminer, au niveau du market cap des alt hors top 10, ce qui nous intéresse particulièrement ici, vous voyez qu'on est en train potentiellement de casser notre zone de résistance, qui était cette ancienne zone de fair value gap haussière sur ces niveaux. On a très bien réagi sur notre zone clé avec également la confluence avec la trendline cyclique et on est en train de repartir potentiellement sur des plus hauts. Évidemment, on peut contracter la volatilité pendant plusieurs semaines, c'est vraiment possible. Attendez-vous à ce que ça prenne du temps. On n'est pas forcément dans un moment où on va partir en flèche comme ça sur des nouveaux plus hauts. Il faut s'attendre à des mouvements de retracement, une consolidation sur du plus long terme. En tout cas, c'est extrêmement probable. C'est pas forcément ce qu'on va faire, mais c'est très probable et il faut le prendre en compte. Quoi qu'il en soit, on est dans un moment où c'est très probable de voir des mouvements se mettre en place pour repartir tranquillement sur des nouveaux plus hauts. Il va falloir tout de même surveiller les zones de vente, les zones de résistance qui sont devant nous. On a notamment cette zone de bloc juste ici qui pourrait
rejeter le prix. Et si jamais on vient à casser à nouveau la trendline cyclique, et bien là on pourrait repartir sur un nouveau plus bas que celui-ci, plus bas que la semaine du 10 mars, pour retourner bien un petit peu plus bas dans notre zone clé, aller chercher éventuellement cette liquidité. Mais pour le moment, on n'est pas encore dans ce type de scénario. On est vraiment sur du 60-40 pour moi, pour casser les zones de résistance et repartir sur des plus hauts. C'est la fin de ce morning, laissez un like à la vidéo et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Je vous souhaite une belle matinée et je vous dis à demain. C'était Apollo, ciao ciao.